On avait donc donné une réfutation à l'argument du miracle, l'instrumentalisme. L'idée, c'était de montrer que la notion de vérité, eh bien, elle n'était pas nécessairement rattachée à une réalité indépendante du sujet. L'instrumentalisme, en fait, c'est une posture épistémologique qui considère que les théories n'ont pas à être réalistes. Ce qui compte, c'est qu'elles fonctionnent. Et qu'est-ce que c'est qu'une théorie qui fonctionne? C'est une théorie qui est un bon instrument en vue de nous permettre de comprendre notre représentation de la réalité. Donc juste après le grand 2, alors si vous avez noté le titre du 2.1, c'est pas grave, mais bon, je voulais juste vous faire écrire un petit chapeau, tout petit chapeau, donc on y va, on va noter le petit chapeau pour avoir juste une idée de ce que c'est que l'instrumentalisme, même si c'est une idée assez imprécise, ça devrait vous permettre de vous aider. Alors vous notez, dans une perspective instrumentaliste, les théories scientifiques ne correspondent pas, dans une perspective instrumentaliste, allez, on note, dans une perspective instrumentaliste, les théories scientifiques ne correspondent pas à une réalité indépendante du sujet. Dans une perspective instrumentaliste, les théories scientifiques ne correspondent pas à une réalité indépendante du sujet. Point. Donc les théories scientifiques ne correspondent pas à une réalité indépendante du sujet. C'est-à-dire indépendante de moi, vous, voilà. On n'attend pas d'elles qu'elles soient réalistes. Les théories, bien sûr. On n'attend pas d'elles qu'elles soient réalistes. Point. On n'attend pas d'elles qu'elles soient réalistes. Point. Les théories doivent seulement être de bons instruments. Les théories doivent seulement être de bons instruments. Instrumentalisme, vous avez compris. Les théories doivent seulement être de bons instruments en vue de fournir de bonnes prédictions, les théories doivent seulement être de bons instruments en vue de fournir de bonnes prédictions au sujet de notre représentation de la réalité. Au sujet de notre représentation de la réalité. Voilà. À ce titre, Milton Friedman, c'est un économiste célèbre et aussi un philosophe de l'économie, enfin philosophe. Il s'est essayé à la philosophie. Cette tentative ne fut pas couronnée d'un grand succès, mais en tout cas cet essai philosophique est très très important pour l'instrumentalisme. À ce titre, Friedman remarque que les théories peuvent fonctionner. À ce titre, Friedman remarque que les théories peuvent fonctionner, on le met entre guillemets, comme si, as if, c'est comme ça que dit Friedman, comme si elles étaient réalistes. À ce titre, Friedman remarque que les théories peuvent fonctionner comme si elles étaient réalistes, sans avoir besoin de l'être. Sans avoir besoin de l'être, point. Sans avoir besoin de l'être, point. En ce sens, le réalisme scientifique incorpore des hypothèses superflues.
En ce sens, le réalisme scientifique incorpore des hypothèses superflues. Voilà, donc là on peut noter le 2.1, hein, une réfutation de l'argument du miracle. Le sous-titre de la section, une réfutation de l'argument du miracle. Si vous l'avez déjà noté, c'est pas grave. Hein, alors, on y va. Vous notez un petit 1 encore, parce que rappelez-vous qu'il y avait 3 étapes de la réfutation de l'argument du miracle. Donc d'abord, la contradiction logique de la formulation de l'argument. Ensuite, l'argument de Van Fraassen sur la théorie de la sélection. Et troisièmement, c'était l'incommensurabilité des théories. Alors, donc, petit 1, hein. L'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets. L'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets. Donc le phénomène c'est le suivant. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Fermez les guillemets. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Fermez les guillemets. Oui. Comment? Non, alors le titre enfin il y a le grand 2, c'est instrumentalisme et contingence dans la réalité. Le 2.1, c'est une réfutation de l'argument du miracle. Et après, il n'y a pas de titre pour le petit 1, c'est juste une succession d'arguments qui permettent de rejeter l'argument du miracle. Donc, l'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets. Donc, le phénomène, c'est le suivant. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Point, fermez les guillemets. Point. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Point. Bon, juste, arrêtez de noter. Rappelez-vous, là, c'est un raisonnement abductif. Ça veut dire qu'on a un phénomène qui est inexpliqué et on essaie d'abduire. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une règle générale qui soit la meilleure explication du phénomène empirique observé. Le phénomène empirique ici, les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. C'est ça l'abduction, hein. C'est essayer d'inférer une règle générale qui serait la meilleure explication à partir de l'observation d'un phénomène, en mettant en concurrence plusieurs explications possibles. On comprend bien que dans le cadre de l'argument du miracle, les explications en concurrence, il y en a deux, hein, principalement. La première, c'est les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Et la deuxième, c'est les théories réalisent de bonnes prédictions parce que c'est dû au hasard. Ce que les défenseurs de l'argument du miracle tiennent précisément pour une explication miraculeuse, magique. Et donc mauvaise, bien sûr. Alors, point. Ici, l'explication... Oui. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Ici, l'explication proposée est, deux points, ouvrez les guillemets. Ici, l'explication proposée donc pour ce phénomène est, deux points, ouvrez les guillemets. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Point. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Point. Toute autre explication relève du miracle. Toute autre explication relève du miracle. Toute autre explication relève du miracle. Et donc à rejeter. Point fermé les guillemets. Toute autre explication relève du miracle. Et donc à rejeter. Point fermé les guillemets.
Voilà, et ça on va l'appeler E. Voilà, c'est juste une question de notation, ce sera plus simple. C'est l'explication, donc E pour explication. Donc toute l'explication c'est la suivante, hein. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité, et donc toute autre explication relève du miracle, et donc à rejeter. Excusez-moi. Point. Bon, vous notez, examinons les hypothèses qui rendent E valide. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Donc vous allez voir, là c'est simplement de la logique. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Point à la ligne. En fait, on va en examiner une seule puisque ça suffira. La première d'entre elles, donc la première de ces hypothèses, la première d'entre elles suppose que les êtres humains possèdent. Voilà, la phrase est grande. La première d'entre elles suppose que les êtres humains possèdent une faculté. La première d'entre elles suppose que les êtres humains possèdent une faculté. La première d'entre elles suppose que les êtres humains possèdent une faculté leur permettant d'accéder directement au réel. Les êtres humains possèdent une faculté leur permettant d'accéder directement au réel. Par le seul moyen de la réflexion. La première d'entre elles suppose que les êtres humains possèdent une faculté leur permettant d'accéder directement au réel par le seul moyen de la réflexion. Point. Or, aucune connaissance n'est possible au-delà des représentations. Or, aucune connaissance n'est possible au-delà des représentations. Point. Il n'existe pas de connaissance immédiate d'une réalité indépendante de nous. Il n'existe pas de connaissance immédiate d'une réalité indépendante de nous. Point. Cela serait par conséquent un miracle si les humains pouvaient connaître directement quelque chose qui échappe à la représentation. Cela serait par conséquent un miracle. Cela serait par conséquent un miracle si les humains pouvaient connaître directement quelque chose. Cela serait par conséquent un miracle si les humains pouvaient connaître directement quelque chose qui échapperait à la représentation. Cela serait par conséquent un miracle si les humains pouvaient connaître directement quelque chose qui échapperait à la représentation. Point. Ainsi, pour justifier E, donc l'explication, il faut recourir à une explication miraculeuse. Si, pour justifier E,
il faut nécessairement recourir à une explication miraculeuse. Point à la ligne. Par conséquent, l'argument du miracle recourt lui-même. Par conséquent, l'argument du miracle recourt lui-même à un miracle. Point. Par conséquent, l'argument du miracle recourt lui-même à un miracle. Point. Dernière phrase de cette petite section. Il y a là une contradiction dans les termes, une contradiction in adjecto, il y a là une contradiction dans les termes qui invalide cet argument. Il y a là une contradiction dans les termes qui invalide cet argument. Voilà. Alors, je ne vous donne pas de référence bibliographique ici parce qu'il y a beaucoup de littérature contemporaine sur la question de l'inférence à la meilleure explication dans le cadre de l'argument du miracle. Et cet argument que je vous donne là, en fait, c'est juste une espèce c'est ce qui peut ressortir, on va dire, de ces discussions. Ça, on va dire ça plutôt modestement. Alors, vous sautez une ligne, vous notez le petit 2 maintenant. Un auteur encore méconnu par les programmes de philosophie, malheureusement, mais un auteur très très important en philosophie des sciences. Il est méconnu parce qu'il a été peu traduit. Alors même si les collègues le connaissent, il n'est pas encore vraiment... il n'est pas intronisé dans les programmes. Même s'il est très important. Alors, donc petit 2, dans The Scientific Image, donc la date de publication, alors je ne sais plus si c'est 1980 ou 1981, permettez-moi de vérifier. Image Van Frassen, 1980. Donc dans The Scientific Image, dit en 1980, Friedman c'était 53. Van Frassen, un homme bien. Van Frassen remarque que les théories qui ont réussi sont peu nombreuses. Dans The Scientific Image, Van Frassen remarque que les théories qui ont réussi sont peu nombreuses. Point. Donc, rappelez-vous bien que dans l'instrumentalisme, réussir pour une théorie, ça veut dire être capable de fournir de bonnes prédictions au sujet de la réalité que nous nous représentons. C'est bien ça, c'est bien ça, réussir pour une théorie. Point, donc, excusez-moi. La rareté de ce succès, peut s'expliquer par le fait que les théories sont sujettes à un processus de sélection. On va rajouter un tout petit truc bon. Comparable à la sélection naturelle. Un processus de sélection comparable à la sélection
naturel. Point. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Point. La plupart sont rejetées, puis oubliées. La plupart sont rejetées, puis oubliées. Point à la ligne. L'argument du miracle repose sur l'illusion selon laquelle il existe peu de concurrence entre les théories. Point. Or, il est normal, virgule, au sens statistique du terme, virgule. Or, il est normal, virgule, au sens statistique du terme, virgule, que quelques théories remportent un succès relatif, or il est normal au sens statistique du terme, que quelques théories remportent un succès relatif là où toutes les autres échouent. Or il est normal que quelques théories rencontrent un succès relatif là où toutes les autres échouent. Point. Il serait au contraire très étonnant qu'aucune théorie ne fonctionne. Il serait au contraire très étonnant qu'aucune théorie ne fonctionne. Point à la ligne. Je vais donner une espèce d'analogie qui vous permettra peut-être de mieux comprendre. Imaginons une loterie. On aime bien les loteries en philosophie. Imaginons une. Alors vous allez me dire oui, mais Lasserre, écoute-moi Lasserre. Moi je lis des trucs de philo du XVIIIe siècle, du XVIe siècle, du XVIIe siècle, de l'Antiquité. Personne ne parle jamais de loterie. Bon. Au XXIe siècle, la philosophie aime bien les loteries. Donc, imaginons une loterie pour laquelle la probabilité de gain est de 1 sur 10 millions. Imaginons une loterie pour laquelle la probabilité de gain est de 1 sur 10 millions. Vous pouvez marquer 10 puissance moins 7 pour les plus fainéants. 1 sur 10 millions. Point. Cette loterie donne lieu pendant
50 ans a un tirage hebdomadaire. Qui rassemble systématiquement des millions de joueurs. Cette loterie donne lieu pendant 50 ans à un tirage hebdomadaire qui rassemble systématiquement des millions de joueurs. Point. Il est statistiquement normal que par hasard il y ait eu plusieurs vainqueurs durant les 5 décennies. Il est statistiquement normal que, par hasard, il y ait eu plusieurs vainqueurs durant les 5 décennies. Point. Cela aurait été au contraire un miracle. Alors ça aurait été un peu louche, si vous voulez. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Point. Encore une ou deux phrases. On comprend ainsi par analogie qu'il n'y a rien de miraculeux à ce que certaines théories réussissent par hasard. On comprend ainsi qu'il n'y a rien de miraculeux à ce que certaines théories réussissent par hasard. Point. Voilà, donc vous voyez, l'argument du miracle, en fait, fait de quelque chose un miracle qui n'est pas un miracle. Donc on va le noter quand même juste. L'argument du miracle, virgule, en faisant de ce hasard un miracle, l'argument du miracle, virgule, en faisant de ce hasard un miracle, virgule, propose un raisonnement douteux. Pour paraphraser ce que dirait Jean-Pierre Coff, si vous voulez, qui le dirait beaucoup plus directement, puisque Jean-Pierre Coff disait... Non, vous ne savez pas ce que dit Jean-Pierre Coff. Bougez pas, ne bougez pas. Je sais pas qui est Jean-Pierre Coff. Est-ce qu'il n'y aurait pas juste... Bon, là, j'ai une vidéo qui fait 57 secondes où il doit dire cette fameuse phrase. Vous voyez ça. Alors, on va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie,
ça, c'est de la merde. Voilà, il l'a dit. Il l'a dit. Donc vous pouvez taper Jean-Pierre Coff Best of, c'est de là, et vous trouverez un certain nombre de situations dans lesquelles Jean-Pierre Coff disait c'est de là. Donc c'est un peu ça l'argument du miracle. Bon alors, troisième, donc vous sautez une ligne et le petit 3, dernier point. Alors vous pouvez noter, on sait notamment grâce à Kuhn, Thomas Kuhn, vous pouvez noter entre parenthèses la structure des révolutions scientifiques, 1962. On sait notamment grâce à Kuhn, entre parenthèses la structure des révolutions scientifiques. Si vous ne deviez lire qu'un seul livre de philosophie, choisissez celui-là. Vraiment, il est très facile à lire celui-là. Oui. Ah, bon, parce que c'est pour des petits conseils de lecture, je sais pas, je fais pas attention. Celui-là est assez facile à lire. Donc oui, alors pardon, excusez-moi. On sait notamment donc, grâce à Kuhn, que les théories scientifiques, alors même si lui parle de paradigme, mais bon, on va faire une entorse au règlement, que les théories scientifiques sont incommensurables. Alors on va expliquer, vous inquiétez pas. Que les théories scientifiques sont incommensurables. On va expliquer, je vais donner une définition. Point. La définition arrive. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais, en effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. Point. Au contraire, l'émergence d'une nouvelle théorie s'accompagne de rupture, et avec elle, donc avec ces ruptures, et avec elle, d'une révolution scientifique. Point à la ligne. Par conséquent, il est difficile, virgule, voire impossible, virgule, voire complètement débile, enfin non, ça peut-être n'écrivez pas. Il est difficile, voire impossible, de soutenir que deux théories incommensurables. Par conséquent, il est difficile, voire impossible, de soutenir que deux théories incommensurables
sont toutes deux vraies, il est difficile, voire impossible, de soutenir que deux théories incommensurables sont toutes deux vraies au sens réaliste métaphysique du terme. On va donner des exemples. Des exemples pertinents, vous allez voir. Point à la ligne. Un réaliste scientifique au XIXe siècle, un réaliste scientifique au XIXe siècle, soutiendrait que la théorie de Newton, un réaliste scientifique au XIXe siècle, soutiendrait que la théorie de Newton est métaphysiquement vraie. Point. Or, on sait que cette théorie est fausse. Point. Que penser alors d'un réaliste? Que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vrai la théorie d'Einstein, point d'interrogation. Que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vrai la théorie d'Einstein, point d'interrogation. À la ligne, je vous donne un autre exemple. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, les événements antérieurs au Big Bang, la cosmologie, donc c'est la science qui étudie le cosmos, cosmos logos, la cosmologie, donc pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, la cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, la cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Point. Or, ces deux théories sont incommensurables. Je vous rappelle que dans la théorie de la relativité, il n'y a pas d'informations qui circulent plus vite que la vitesse de la lumière, alors que dans la mécanique quantique, on a des informations qui circulent instantanément. Par exemple. Petite contradiction. Or, ces théories sont incommensurables. Point. En conséquence, au moins une des deux, virgule, sinon les deux, en conséquence, au moins une des deux, sinon les deux, sont fausses. Point à la ligne. On ne peut donc plus soutenir rationnellement,
que les théories scientifiques sont nécessairement de bonnes approximations de la réalité. On ne peut donc plus soutenir que les théories scientifiques sont nécessairement de bonnes approximations de la réalité. Point à la ligne, je vais quand même signaler une dernière objection, comme ça, bon. Si jamais le jour du bac, par miracle, si j'ose dire, vous avez une question épistémologique et vous pouvez invoquer cet argument-là, et que vous avez en face de vous un professeur réaliste, vous pourrez répondre déjà à son objection. Je vous la donne au point à la ligne. Les réalistes se défendent en affirmant. Les réalistes se défendent. Bon, là, on rentre dans des points de détail. Mais c'est bien que vous les connaissiez parce que comme ça, dans un dîner, un repas de famille, vous pouvez comme ça parler de ça, ressortir ces exemples. Ça fait toujours son petit effet. La phrase commençait comment là, pardon? Ah oui, pardon. Bon. C'est tout? Ah oui, oui. Donc, les réalistes, pardon, excusez-moi. Donc les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne peuvent être déduites de la théorie de la relativité. Donc les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne peuvent être déduites de la théorie de la relativité. Point. D'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein D'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein, qui est elle-même une approximation de la réalité. D'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein, qui est elle-même une approximation de la réalité. Alors, arrêtez d'écrire un instant. Non, dites-vous bien que ce sont quand même des esprits brillants qui disent des choses pareilles. C'est quand même assez triste de voir que des gens qui sont censés être cultivés et intelligents puissent dire des choses aussi stupides. Là, on parle de gens qui ont le droit de vote quand même. Ça pose des questions politiques aussi. Bon, point. Évidemment, cet argument est faux. Deux points. Évidemment, cet argument est faux. Deux points. Il ne serait valide qu'à la condition. Il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein. Il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein puisse être déduite de celle de Newton. Point. Et autant dire que ça, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, il faut arrêter. Non, au bout d'un moment, la philosophie est censée lutter contre le dogmatisme. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter le dogmatisme philosophique. Ça suffit. Donc,
concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont... Ah, ok, ça va. C'est qu'il y a des gens qui sont très dogmatiques en philosophie et qui veulent absolument défendre leur opinion aux dépens de toute rationalité. Ah, ça m'épuise. Alors, je pense que je le fais moi aussi. Je pense que nous le faisons tous. Mais quand on est confronté à cela, ça devient rapidement insupportable. Bon, laissez-moi vous parler d'autre chose. Bon, alors, il y a d'autres arguments qu'on peut mobiliser pour réfuter l'argument du miracle. Je ne veux simplement pas vous assommer de théories, vous en avez déjà assez pour la terminale. Dites-vous bien que vos parents ne connaissent probablement pas ça de toute façon. Dites-vous bien que si jamais par malchance pour vous, vous travaillez plus tard dans une entreprise, votre patron ne connaîtra sûrement pas ça non plus. Votre patron, il connaîtra, ça dépend de qui est le patron. Si votre patron est Bernard Arnault, il saura jouer au piano une version jazz de la marche turque de Mozart, voilà. Et puis, donc ça c'est déjà pas mal. Hein. Et puis bon, bah, si c'est pas Bernard Arnault, il connaîtra peut-être ces choses. Vous avez vu, il y a eu un micro-reportage sur France 2 sur Bernard Arnault. Alors c'est fantastique, c'est un reportage qui est fait par Léa Salamé. Alors Léa Salamé, vous savez, c'est celle qui bavait devant Carlos Ghosn quand elle lui disait « Mais est-ce que vous... » Alors, l'année dernière, je l'ai fait, je bavais vraiment en cours. Bon là, je peux pas, vous ne pourrez pas le voir, si je bave, je vais baver sur mon masque, ce sera pas bizarre. Bon, c'était bizarre aussi de baver. Mais vous savez, quand elle était là, elle disait « Mais est-ce que vous êtes rentré dans une malle ? Les enfants du monde entier rêvent de cette histoire de vous, Carlos Ghosn, qui est dans une malle. » Pas vrai. Donc, elle faisait l'interview de Bernard Arnault, et alors elle lui dit « Bon, Bernard Arnault, voilà, il paraît que vous jouez du piano. » Alors l'autre, il est un peu mal à l'aise. « Oui, je joue du piano. Est-ce que vous en avez un ici au siège de LVMH ? » « Oui, j'en ai un. Alors, je ne sais pas s'il est accordé. » Bon, alors là, Bernard Arnault finit par se mettre à jouer, puis effectivement, il commence à jouer la marche turque. Et puis, donc, une fois qu'il a fini de jouer la marche turque, Léa Salamé le regarde et lui dit « Oh là là, vous aimez beaucoup Chopin, n'est-ce pas ?» C'était Mozart, la marche turque. Bon voilà, ces gens-là, n'oubliez pas, ont moins de connaissances que vous au sujet de ces questions épistémologiques très très pointues, n'est-ce pas ? Bon alors, 2.2. Bah, je pense qu'ils ont beaucoup moins de connaissances que vous au sujet de beaucoup de choses en réalité. 2.2, alors, il fallait que je casse ce truc-là quelque part, j'ai choisi de le caser ici, ça me semble assez pertinent. La réfutabilité. Et vous aimez Chopin ? La sonate au clair de lune. We are the champions. La réfutabilité des théories. Alors, si je ne m'abuse, ça sonne dans 1 minute, donc nous allons faire une petite pause. Reprenons. Alors, ce que je vais vous exposer ici est un argument très fort contre le réalisme, parce que l'argument conduit à remarquer une chose, c'est qu'on ne peut pas prouver qu'une théorie scientifique est vraie. Allez, rangez votre téléphone, monsieur. Alors, il y a un vieux problème en épistémologie qui a été posé par un philosophe qui s'appelle David Hume. Dans son enquête sur l'entendement humain, et ce vieux problème philosophique s'appelle le problème de l'induction. On l'appelle également le problème de Hume, puisque ça vient de David Hume. Problème de l'induction ou problème de Hume. Parce que si on veut vous parler du problème de Hume, que vous ne soyez pas surpris. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème ? Alors, Hume se met dans la situation suivante. Alors, bon, bien sûr, je ne vous recontextualise pas la discussion. Bon, je le fais ou je le fais pas. Bon. Commençons par David Hume, on verra après si je vous parle de l'empirisme de John Locke ou pas.
L'idée de Hume est la suivante. Il se dit, imaginons que nous soyons en train de jouer au billard. On fait une partie de billard. Tout le monde voit ce que c'est qu'une partie de billard? Très bien, parce qu'on ne sait jamais. Et Hume dit, voilà, quand je joue au billard, donc je tape dans la boule blanche, et cette boule blanche heurte une autre boule. Et ce que je crois, c'est que quand la boule blanche heurtera une autre boule, alors elle imprimera un mouvement à cette boule. Vous voyez, vous tapez, c'est comme quand vous jouez. Rappelez-vous quand vous jouiez aux billes. Vous vous souvenez quand vous jouiez aux billes? Voilà, ou quand vous jouez encore aujourd'hui peut-être. Donc, au billard, vous tapez dans un objet et vous allez normalement imprimer un mouvement au nouvel objet qui sera heurté par l'objet que vous avez tapé vous-même. Bon. Et Hume remarque, voilà, ces deux événements, taper dans une boule de billard qui heurte ensuite, enfin trois événements du coup, taper dans une boule de billard qui heurte une autre boule de billard qui imprime en mouvement, ces événements sont conjoints, ils arrivent conjointement. Et il y a généralement une conjonction entre... Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a une conjonction entre ces deux événements. Une boule en heurte une autre, un mouvement est imprimé. Et Hume se demande si ces deux événements ne sont pas seulement conjoints, mais s'ils sont connectés. Il y a une conjonction, mais existe-t-il une connexion? Alors, il faut comprendre que conjonction et connexion ne sont pas du tout ici la même chose. Par conjonction, on entend que les deux événements se produisent simultanément, ou quasiment, ou successivement. Par connexion, on entend qu'ils se déroulent successivement ou simultanément, mais de manière nécessaire, puisque s'ils sont connectés, c'est-à-dire que nécessairement, un événement en entraîne un autre. En fait, quand Hume parle de conjonction, il s'agit, dans notre vocabulaire actuel, de ce qu'on appelle généralement une corrélation. Les événements sont corrélés. On observe, allez calmez-vous messieurs, on observe empiriquement que ces événements se produisent de manière conjointe à chaque fois que on se met en situation de les produire. Donc là, en jouant au billard. Par connexion, on entendrait aujourd'hui, c'est déjà ce qu'entend Hume, causalité. Donc quand on parle de causalité, là, il y a de la nécessité. Alors quand il y a des corrélations, ça ne peut être que de la contingence. Et il est important de comprendre qu'une corrélation, ce n'est pas la même chose qu'un lien causal. Corrélation n'est pas causalité, conjonction n'est pas connexion. D'accord? Une corrélation, ce n'est pas de la causalité. Alors, je vais vous donner un ou deux exemples qui vous permettront de comprendre la différence. On observe, par exemple, bon, je vous dis, je crois que c'est exact, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est exact. On observe que dans les pays dans lesquels il y a un fort taux de pluviométrie en Europe, le chômage est très bas. Est-ce que ça veut dire que la pluie permet de lutter contre le chômage? Non, c'est complètement débile. Ou est-ce que ça veut dire que le faible taux de chômage cause la chute de la pluie? Non plus. Donc les deux événements sont conjoints et ils sont il y a une corrélation très forte et très fortement positive entre ces deux événements et pourtant on ne pense pas que l'un cause l'autre. Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'un événement en cause un autre? C'est un peu la question que pose David Hume. Comment peut-on savoir que quand on joue au billard, c'est effectivement le mouvement, enfin le choc entre les deux boules qui cause la mise en mouvement de la seconde boule? Est-ce qu'on est bien certain qu'à chaque fois qu'on jouera au billard, cet événement se produira? Alors, on pourrait, par exemple, dire que si on veut déterminer les relations de cause à effet,
on a aujourd'hui, notamment en sciences de la médecine, des méthodes pour le faire. Par exemple, je ne sais pas si vous vous demandez si un médicament, si une molécule permet de guérir une pathologie, eh bien vous pouvez créer, je ne sais pas, une expérience randomisée. Vous avez un groupe test auquel vous administrez la molécule, un groupe de contrôle auquel vous administrez un placebo, et puis vous regardez s'il y a un écart significatif entre les personnes qui sont guéries dans le groupe test et les personnes qui sont guéries dans le groupe de contrôle. Et s'il y a un écart significatif, vous en déduisez que la molécule cause la guérison des personnes dans le groupe test. Sauf que la question de Hume est encore plus profonde, c'est une question métaphysique. Là, dans le cadre de notre test en médecine, on est dans une expérience strictement matérielle ou matérialiste. Hume, ce qu'il se demande, c'est est-ce que vraiment on peut être absolument certain, à 100%, qu'à chaque fois que la première boule de billard tape la seconde boule de billard, alors la seconde sera mise en mouvement. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Et Hume arrive à la conclusion que c'est peut-être nécessaire, mais on ne peut pas le prouver. On n'a aucun moyen de le prouver. Donc ça veut dire que on ne peut pas inférer par le moyen de l'induction des règles générales dont on peut être sûr qu'elles sont absolument vraies. Alors, je rappelle ce que c'est que le processus inductif. C'est le processus par lequel, à partir de la répétition d'un même événement, on infère une règle générale. Les boules de billard s'entrechoquent et impriment entre elles des mouvements. C'est une règle générale tirée d'une succession d'observations empiriques. Le soleil se lève à l'est, le soleil se lèvera demain à l'est. C'est un raisonnement purement inductif. Ça, c'est un raisonnement inductif à condition, bien sûr, que je tienne cette affirmation du fait que j'ai observé que tous les matins le soleil se levait à l'est. Bon. Ce problème-là a été repris 3 siècles plus tard, à peu près, un peu moins de 3 siècles plus tard, 2 siècles et demi plus tard, par Karl Popper. Dans un livre d'épistémologie, sans doute le plus important, si vous ne devez lire qu'un seul livre d'épistémologie, lisez quand même celui-là, La logique de la découverte scientifique. Bon, alors, les marxo-gauchistes, on se calme tout de suite. Je me suis retrouvé, il y a quelques années de cela, chez Gibert, au rayon épistémologie, à la recherche de bouquins de Popper. J'ai un de mes collègues qui arrive derrière moi, qui me dit « Oh, salut, comment ça va ?» Je dis « Oh, ça va, toi ?» Il me dit « Tu fais quoi ?» Je dis « Je cherche des livres de Karl Popper, tel et tel bouquin. » Je dis « En particulier. » Il me dit « Oh là, Karl Popper, quelle horreur, c'est un conservateur de droite. » Bon, quand Karl Popper écrit de l'épistémologie, je vous rassure, il n'est ni de gauche ni de droite. Et puis, même s'il est un peu conservateur, notamment dans La Société ouverte et ses ennemis, je vous conseille quand même de lire ce livre, rien que pour le plaisir de voir Hegel se faire martyriser par Karl Popper. C'est jouissif. Bref, la logique de la découverte scientifique. Alors, Popper reprend à son compte le problème de Hume, le problème de l'induction. Il le formule un petit peu différemment, mais vous allez voir, c'est la même chose. Il dit, voilà, imaginez que jusqu'à présent, vous n'ayez observé que des signes, donc il s'agit bien des oiseaux, que des signes blancs. Pouvez-vous en inférer avec certitude que nécessairement tous les signes sont blancs? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer, logiquement, qu'il puisse exister un signe qui ne soit pas blanc. On peut imaginer qu'il existe des signes noirs, gris, roses, multicolores, allez savoir quoi. Ce qui veut dire que on ne peut, comme ça, avoir tiré de l'expérience des observations empiriques, tirer de ces observations empiriques une règle générale dont on puisse être certain qu'elle est absolument vraie. Popper donne un argument assez fort pour appuyer cette idée-là. Il dit, bon, maintenant, imaginons que l'on fasse comme si on pouvait inductivement connaître, à partir de l'observation empirique, des règles générales.
Et voyons où ça nous conduit. Alors Popper appelle ça le conventionnalisme, c'est-à-dire qu'on tire des conventions à partir des observations. Popper prend l'exemple de la température de fonte du plomb. Alors honnêtement, je ne me souviens plus de la température exacte, mais il dit que voilà, le plomb, on a observé que dans certaines conditions de pression et de température et de pression atmosphérique, le plomb fondait à X degrés Celsius. Bon. Et puis il dit maintenant, imaginez un tenant de l'induction qui dirait voilà, qui serait amené à observer que le plomb dans des températures, que le plomb dans des conditions de pression différentes ne font plus à X degrés, mais font à Y degrés Celsius. Il n'a plus la même température d'ébullition ou de fonte. Voilà. Il n'a plus la même température de fonte. Le plomb. Bon, eh bien, si vous considérez qu'il est absolument vrai que le plomb fond à X degrés Celsius, et cela, quoi qu'il arrive, alors si vous observez une matière qui ne fond pas à cette température-là, vous devrez en conclure nécessairement qu'il ne s'agit pas du plomb. Or, on comprend bien que ça, c'est une chose absurde, puisqu'on pourrait imaginer un contrefactuel, si vous voulez. On pourrait prendre le même plomb qui viendrait de la même source de plomb, en faire fondre un à telle condition de pression atmosphérique et un autre à telle condition de pression atmosphérique, on s'apercevrait qu'ils ne fondent pas à la même température. La raison n'est pas que ce n'est pas du plomb, la raison est simplement que la pression atmosphérique est différente. Mais si vous considérez que vous pouvez inférer une règle générale du style le plomb fond à X degrés Celsius, et ça c'est votre règle générale que vous tirez de vos observations, alors on se conduit à la conclusion absurde dans d'autres conditions de pression atmosphérique selon laquelle le plomb n'est pas du plomb. Bon, on voit bien qu'on est conduit là à une impasse. En fait, ce que remarque Popper, et c'est dès le début de la logique de la découverte, c'est que inductivement, on ne peut pas obtenir de vérité générale. Il est impossible de tirer une vérité générale à partir d'observations aussi nombreuses fussent-elles, à partir d'un très grand nombre d'observations empiriques. Ce n'est pas possible. Donc la conclusion à laquelle on est conduit, c'est qu'il est impossible de prouver par le moyen de l'expérience sensible, il est impossible de prouver par des moyens empiriques qu'une théorie est vraie. À chaque fois qu'on fera une expérience, notre théorie sera corroborée, mais elle ne sera pas prouvée vraie pour autant. Reprenons l'exemple de nos signes. Imaginons qu'on ait une théorie qui prédise que tous les signes sont blancs. À chaque fois que nous voyons un signe, il est blanc, donc la théorie est à chaque fois corroborée. Il est blanc, il est blanc, il est blanc. Mais elle n'est pas vérifiée, parce qu'on peut toujours imaginer qu'un signe non blanc existe. C'est la même chose pour les boules de billard, pour revenir au problème initial de Hume. Imaginons qu'à chaque fois que nous jouions au billard, eh bien nous observions que le choc entre une boule et une autre imprime un mouvement. Alors notre théorie selon laquelle le choc d'une boule sur l'autre imprime un mouvement, eh bien cette théorie-là, elle est corroborée, mais elle n'est pas vérifiée. Pourquoi elle n'est pas vérifiée? Parce qu'on pourrait très bien imaginer que, pour une raison que nous ignorons, un jour, le choc d'une boule contre l'autre n'imprimera pas de mouvement à la seconde boule, ou n'imprimera plus jamais de mouvement à la seconde boule. Enfin, ouais, on n'a aucun moyen de vérifier une théorie par expérience. Et ce résultat, il est fondamental. Il est fondamental parce que ce que dit Popper, c'est que l'expérience sensible, l'expérience que l'on peut faire du monde, ne permet pas d'élaborer des théories vraies. Ça, c'est une grosse claque au réalisme métaphysique, parce que les réalistes métaphysiques, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'ils peuvent élaborer des théories qui sont vraies, et que ces théories peuvent être validées par les observations empiriques. Or, Popper démontre qu'il est impossible de valider une théorie à partir d'observations empiriques. Alors, cela nous conduit à une conclusion intéressante, c'est que les observations empiriques, les expériences, les expérimentations en sciences ne peuvent pas montrer qu'une théorie est vraie, elles peuvent seulement la corroborer. En revanche, ce qu'elles peuvent montrer,
c'est qu'une théorie est fausse. On peut prouver avec l'expérience, par l'expérience, qu'une théorie est fausse. Et ça, c'est très facile à comprendre. Imaginez encore votre théorie selon laquelle tous les signes sont blancs. Il suffit que vous ayez un seul signe qui n'est pas blanc pour prouver que votre théorie est fausse. Alors, on appelle ça le processus de réfutabilité ou de falsifiabilité. Alors, dans le texte original, c'est falsify, falsifiabilité. Mais j'aime pas trop, moi, le mot falsifiabilité parce que c'est un néologisme qui est construit à partir de l'anglais falsify. Réfutabilité est un terme français. C'est-à-dire que, d'après Popper, les sciences ne peuvent pas fonctionner en suivant un processus inductif, mais elles fonctionnent en suivant un processus hypothético-déductif. Accrochez-vous, c'est un peu technique, mais c'est pas très difficile en réalité. Autrement dit, les sciences font des hypothèses. À partir de ces hypothèses, elles déduisent toute une série d'énoncés, et cette série d'énoncés déduit à partir des hypothèses, on appelle ça une théorie. Et ensuite, elles produisent des expérimentations qui permettent de mettre à l'épreuve les énoncés théoriques et, par là, les hypothèses qui les rendent possibles, les hypothèses qui les sous-tendent. On comprend que si une théorie prédit qu'un phénomène se produira, il devient maintenant possible de le tester empiriquement, et que si le test empirique n'est pas concluant, ça veut dire, normalement, que la théorie est fausse, et donc que les hypothèses de la théorie sont fausses. C'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Alors qu'elles ne correspondent pas à la réalité telle qu'elle est, évidemment, ni à la réalité telle que nous nous la représentons. Alors, prudence cependant, car ce n'est pas si simple. Je ne sais pas si certains d'entre vous traînent parfois sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et il y a aujourd'hui un mouvement qui est très en vogue sur Internet qu'on appelle la zététique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la zététique. En gros, la zététique, c'est de la vulgarisation de l'épistémologie. Bon, je me ferais taper dessus par les zététiciens si je réduisais la zététique à cela, mais on peut la ramener à de la vulgarisation de l'épistémologie. Et souvent, dans le discours de la zététique, on entend la proposition suivante: on ne peut pas prouver par l'expérience qu'une théorie est vraie, ça c'est juste, et il suffit d'une seule expérience pour prouver qu'une théorie est fausse. Ça, c'est faux aussi. En fait, bien entendu, le processus de réfutabilité, donc, c'est-à-dire le processus par lequel l'expérimentation permet de tester une théorie afin de voir si elle est corroborée ou si elle est fausse, ne peut s'appuyer sur une seule expérience. Il n'y a pas, c'est un philosophe français qui dit ça, Pierre Duhem, au début du XXe siècle, il n'existe pas d'expérience cruciale qui puisse permettre d'invalider une théorie. Ça n'existe pas, enfin, c'est une espèce d'expérience type, une expérience idéale, une expérience cruciale qui permet d'invalider une théorie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut jamais tester directement les hypothèses qui sous-tendent une théorie. On peut donner un exemple très simple. On a une théorie en chimie. Dans cette théorie en chimie, prédit par exemple que l'eau bout à 100 degrés, dans des conditions de pression atmosphérique normales. Dans cette théorie, prédit que l'eau bout à 100 degrés. Imaginez que vous fassiez une expérience, vous prenez une casserole, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez un thermomètre dedans, le thermomètre affiche 20 degrés. Est-ce que vous concluez que l'eau ne bout pas à 100 degrés ? Qu'est-ce que vous concluez de l'expérimentation ? J'ai une théorie qui prédit que l'eau bout à 100 degrés, je prends ma casserole, je fais bouillir de l'eau, je mets un thermomètre, il affiche 20 degrés. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Oui. Le thermomètre est en panne, effectivement. Vous allez en déduire qu'il y a un problème au niveau de l'instrument. Parce que vous avez une grande confiance en votre théorie. Bon, pour qu'une théorie soit sérieusement discutée, il faut qu'un grand nombre d'expérimentations qui sont répliquées abondent toutes dans le même sens et montrent toutes dans la même direction que la prédiction est fausse. Parce que si on ne réplique pas les expérimentations, eh bien ça se trouve, ce qu'on est en train de tester, ce n'est pas la théorie elle-même, mais des facteurs cachés, des hypothèses cachées qui ne sont pas rendues explicites.
Quand on fait une expérimentation, on fait une hypothèse sur le fait que le matériel, les instruments que l'on utilise fonctionnent correctement. On fait des hypothèses sur l'environnement extérieur. Mais est-ce qu'on est bien sûr de contrôler tous les facteurs environnementaux et contextuels? Ce n'est pas du tout certain. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut jamais montrer par une expérimentation qu'une théorie est vraie. Donc, exit le réalisme, puisque aucune expérience ne pourra valider une théorie. Mais on ne peut pas il ne suffit pas non plus d'une seule expérimentation pour montrer qu'une théorie est fausse. Ça, c'est insuffisant. Il en faut de nombreuses, parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand on est amené à rejeter une théorie, on est assez prudent, parce que les théories fonctionnent globalement très bien. La théorie de Newton, par exemple, quand on s'est rendu compte que la planète Vulcain n'existait pas au large de la planète Mercure, et donc que cela ne permettait pas d'expliquer son orbite anormale, on n'a pas rejeté la théorie de Newton tout de suite. On a recherché d'autres explications. Et finalement, c'est Einstein qui a donné une meilleure explication, et il se trouve que sa meilleure explication s'inscrivait en rupture avec la théorie de Newton. Bon, voilà, donc c'est ça l'idée de Karl Popper. Donc je résume. Ce n'est pas parce que deux éléments sont conjoints qui sont connectés. Une corrélation n'est pas un lien de causalité. Question, peut-on établir empiriquement l'existence d'un lien de causalité? Réponse, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on peut toujours imaginer un contre-exemple dans lequel cette causalité n'existerait pas. Et on peut imaginer que ce contre-exemple se produise dans l'expérience sensible. Par conséquent, on ne peut pas prouver qu'une théorie est vraie. La seule chose qu'une expérience peut réussir à établir, c'est qu'une théorie est fausse. À partir de là, alors ça c'est un peu en marge de la question qu'on se pose, mais je vais quand même vous le donner parce que ça pourra vous servir pour d'autres choses. À partir de là, Popper établit ce qu'il pense être, même si c'est très discutable aujourd'hui, ce qu'il pense être un critère de discrimination entre les théories scientifiques d'une part et la pensée magique d'autre part. Et ce critère de discrimination, c'est la réfutabilité des théories. Popper remarque que des théories qui sont logiquement réfutables sont des théories scientifiques. Pourquoi? Parce que ces théories logiquement réfutables s'inscrivent dans un processus autocorrectif. La science, elle suit un processus autocorrectif. Les scientifiques se corrigent eux-mêmes leurs erreurs. Ils font des erreurs, ils les corrigent, et c'est ainsi de suite que l'on progresse et que l'on commence à faire des découvertes. Le fait que les théories soient réfutables, ça veut aussi dire que l'expérience, que le rapport qu'elles entretiennent avec l'expérience sensible, a de la valeur, signifie quelque chose. A contrario, Popper remarque que les théories irréfutables, elles procèdent de la pensée magique. Et ça, c'est facile à comprendre, parce que si, quoi que vous apportiez comme preuve, votre théorie est immunisée contre toute expérience ou contre toute observation empirique, si elle est toujours vraie, quoi qu'il arrive, à partir de là, cette théorie ne peut pas produire des connaissances. Elle dit des choses, mais ces choses n'ont aucune validité empirique, n'ont aucune portée empirique. Allez, pour le fun, je vous donne encore un petit exemple avant que nous notions. Imaginez que j'ai une théorie. Cette théorie, on va l'appeler T, voilà, elle s'appelle le christianisme. Je ne sais plus si ça prend un ou deux N. Un seul N? Vous êtes sûr? Ça me paraît bizarre. Je vérifie. Oh non, pas ça. Christianisme. Un seul N, vous avez raison. Le christianisme. Bon. Alors cette théorie repose sur un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses, on les verra après. Elle fait une prédiction qu'on va appeler P, et cette prédiction c'est, pour ceux qui aiment bien aller en pèlerinage à Lourdes, l'eau de Lourdes guérit. Tout le monde sait ce que c'est que Lourdes? Monsieur, vous savez ce que c'est que Lourdes? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Il y a la Vierge Marie qui est apparue
C'est ça, bon, il y a une schizophrène enfin, qui a vu la Vierge Marie, on pourrait dire ça comme ça. C'est une autre interprétation. Mais effectivement, vous avez raison, la Vierge Marie est apparue à Bernadette au creux d'une grotte, se trouve une source, et on dit que depuis ce jour, l'eau de Lourdes a des vertus miraculeuses, celle de guérir les malades. Et effectivement, on s'aperçoit, si on va à Lourdes, qu'il y a des gens qui guérissent. Il y a des gens qui étaient en fauteuil roulant qui se remettent à marcher, des gens qui avaient le cancer qui se retrouvent guéris, des gens qui avaient des béquilles qui se remettent aussi à courir comme des lapins. Enfin, voilà, il y a des guérisons miraculeuses à Lourdes. Donc on a mis une conjonction entre les événements suivants. X va à Lourdes, X guérit. Est-ce que cela signifie que cet énoncé est vrai? C'est difficile à dire, parce qu'en réalité, on a réussi à montrer qu'il y avait autant en proportion, ce sont des estimations, mais bon, autant en proportion, de guérisons inexpliquées dans les hôpitaux qu'à Lourdes. Alors ça, c'est embêtant, parce que si les gens guérissent aussi dans les hôpitaux et qu'ils n'ont pas besoin d'aller à Lourdes pour guérir de manière inexpliquée, ça veut peut-être dire que ce n'est pas l'eau de Lourdes qui guérit miraculeusement, mais que ce sont des choses que nous ne connaissons pas qui guérissent les malades. En plus, on sait bien que la plupart des gens qui vont à Lourdes ne guérissent pas. Et donc, sur la base de ces observations simples, on pourrait en conclure que notre théorie T est fausse. Bon. Sauf que notre théorie T repose sur un certain nombre d'hypothèses. On pourrait noter la première hypothèse, on va l'appeler H1. Les miracles n'opèrent que sur les hommes de foi. Alors, cette hypothèse H1, on la tire des évangiles. Rappelez-vous que dans les évangiles, Jésus-Christ, quand il retourne dans son village natal de Bethléem, il n'arrive à guérir personne. Pourquoi, dit-il? Parce que les gens n'ont pas la foi. Rappelez-vous, quand il se balade au milieu de la foule et qu'il sent qu'une femme lui attrape son manteau, il lui dit « Mais pourquoi t'as attrapé mon manteau ?» Il lui dit « Parce que mon fils est malade et que je pensais qu'en te touchant, il serait guéri. » Et que lui répond JC « Ta foi t'a sauvé. » Rappelez-vous, quand JC marche sur l'eau, il a fait ça aussi. Et Pierre lui dit « Mais comment tu fais ?» JC lui dit « Mais viens avec moi. » Pierre se met à marcher sur l'eau, puis tout d'un coup, il doute et il plonge. Que lui dit Jésus? Homme de peu de foi. Donc, l'idée, c'est que pour guérir, pour que ça fonctionne, il faut avoir la foi. Et ça, c'est un problème, parce que la foi, on ne peut pas la mesurer, si vous voulez. On peut mesurer la température, on peut mesurer tout un tas de choses, mais la foi, ça ne se mesure pas. Mais bon, disons que on peut concevoir raisonnablement que les gens qui vont à Lourdes ont la foi, et que malgré tout, beaucoup ne guérissent pas. Ça voudrait dire que notre théorie est réfutée. Non, parce qu'on peut rajouter une autre hypothèse. Par exemple, cette hypothèse-là, Dieu a un plan. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les évangiles. On trouve ça aussi dans les actes des apôtres. Enfin, bon. L'idée, c'est que Dieu a un plan et on ne sait pas quel est son plan. Si vous voulez, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et donc, ça se trouve, si on ne guérit pas, c'est simplement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, parce qu'il est meilleur pour nous, selon Dieu, de ne pas guérir. Et là, vous voyez bien que ça, c'est impossible à vérifier. Comme c'est impossible à vérifier, c'est-à-dire que cet énoncé est toujours vrai, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que il se pourrait que personne ne guérisse à Lourdes, cet énoncé serait quand même toujours vrai, même si personne ne guérissait. Ça, c'est de la pensée magique. C'est une théorie irréfutable. T est irréfutable. T est de la pensée magique. Gardez ça dans votre esprit. Quand on parlera de psychanalyse, on reviendra là-dessus. C'est de la pensée magique. Bon, on voit bien la différence entre une théorie scientifique comme la théorie de Newton, qui est réfutable, dont on a prouvé qu'elle était fausse, mais qui a permis de produire un grand nombre de connaissances, avec une théorie comme le christianisme, qui est irréfutable et qui, depuis 2000 ans, rabâche les mêmes choses sans avoir permis de produire une seule connaissance.
parce que vous comprenez bien qu'une théorie irréfutable, en dépit du fait que c'est de la pensée magique, eh bien, elle stagne. Elle stagne. Vous voyez, toutes ces histoires de manger du poisson le vendredi, ou de jeûner pendant le carême, ou de ne pas manger de porc, parce que c'est écrit dans le Coran, ou dans je ne sais plus quel livre, ou dans la Torah, bon ben, on est dans la stagnation. C'est-à-dire que les mecs, ils sont restés il y a 2000 ans derrière nous, quoi. Et ils savent pas pourquoi il faut pas manger de porc, ils savent pas pourquoi il faut jeûner pendant le carême. Si c'est parce que c'est dans l'évangile, ou c'est parce que c'est dans le Coran. Donc bah, faisons cela. On voit bien que c'est pas une pensée rationnelle, ça. C'est pas une pensée rationnelle. C'est de la pensée magique. Et ce n'est pas de la connaissance. Alors, je dis juste une chose au cas où il y a une objection, parce que cette objection, elle m'est déjà venue quand je faisais le cours d'épistémologie. J'ai des élèves, souvent assez religieux, qui me disent, oui, mais dans la Bible, dans le Coran, il y a des choses qui sont vraies. Oui, c'est vrai que dans la Bible, dans le Coran, il y a des choses qui sont vraies. Mais c'est quand même normal que des bouquins de 5000 pages, que dedans, par hasard, il y ait des choses qui soient vraies aussi. C'est le hasard statistique. Donc, comprenez bien cela, et ça c'est pertinent pour le cours. En fait, un énoncé qui porte sur la réalité empirique et qui prétend à décrire une réalité absolue, donc un énoncé qui porte sur la réalité empirique et qui prétend à la vérité absolue, ce n'est pas un énoncé qui peut être vrai, c'est un énoncé magique. Ce qui veut dire que le réalisme métaphysique, c'est de la pensée magique. Tous ces réalistes métaphysiques qui pensent comme ça pouvoir donner une description fidèle de la réalité, et laquelle est sans cesse vérifiée par les observations empiriques, ne font que proposer de la pensée magique. Pensez-y. Bon, alors avons-nous le temps d'écrire un peu? Oui, nous avons le temps. Merveilleux. Alors vous notez 2.2, la réfutabilité des théories. Alors quand vous irez à la messe, ce dimanche, vous pourrez dire à monsieur le curé, hop, pensée magique. Donc notez le titre. Ah, la pensée magique. Alors, bon, ça va être un petit peu long, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Dans son enquête sur l'entendement humain, Hume soulève un problème dans son enquête sur l'entendement humain. Hume soulève un problème aujourd'hui connu sous le nom de, alors là mettez-le en rouge, sous le nom de, en rouge, ou souligné, enfin voilà, problème de l'induction, ou problème de Hume. Point. Bon, je vais tout expliquer, je suis désolé. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. Hume prend l'exemple d'une partie de billard. Point. Il remarque que lorsqu'une boule en heurte une autre,
Il remarque que lorsqu'une boule de billard en heurte, excusez-moi, une autre, c'est de l'itération ici, alors elle semble lui imprimer un mouvement. Point. Il y a une, et là vous pouvez mettre aussi en rouge, il y a une conjonction entre ces deux événements. Il y a une conjonction entre ces deux événements qui sont conjoints. Point. Hume se demande cependant si ces événements sont, et là vous pouvez le mettre en rouge aussi, connectés. Hume se demande cependant si ces événements sont connectés. Point. Par conjonction, on peut entendre corrélation, virgule. Par conjonction, on peut entendre corrélation, virgule. Par connexion, on peut entendre causalité. Par conjonction, on peut entendre corrélation. Par connexion, on peut entendre causalité. Point. Or, deux événements corrélés ne sont pas nécessairement unis par un lien de causalité. Or, deux événements corrélés ne sont pas nécessairement unis par un lien de causalité. Voilà. Ainsi, on ne peut être certain que le choc des boules de billard soit la cause de leur mouvement. Ainsi, on ne peut être certain que le choc des boules de billard soit la cause de leur mouvement. Deux points. Le raisonnement inductif échoue à établir une certitude absolue. Le raisonnement inductif échoue à établir une certitude absolue. Point à ligne. Popper, il y a un tableau, dans la logique de la découverte scientifique. Popper, dans la logique de la découverte scientifique.
Popper dans la logique de la découverte scientifique. Reprend ce problème donc ce problème de l'induction et signale qu'aucune vérité d'ordre empirique ne peut être obtenue inductivement. Absolu. Oh, excusez-moi. Donc, ne peut être obtenu inductivement. Point. Une observation empirique ne peut donc pas vérifier un énoncé général. Une observation empirique ne peut donc pas vérifier un énoncé général, virgule. L'observation empirique ne peut donc pas vérifier un énoncé général, virgule. Elle peut seulement le corroborer, avec deux R et un R. Elle peut seulement le corroborer. C'est bon? Elle peut seulement le corroborer. Point. Soit un énoncé général qui affirme que tous les signes sont blancs. Là, je donne un exemple. Soit un énoncé général qui affirme que tous les signes sont blancs. Voilà. L'observation d'un nouveau signe blanc n'est pas la preuve de la validité de cet énoncé. N'est pas la preuve de la validité de cet énoncé. Point. On peut en effet imaginer qu'il puisse exister des signes non blancs. Point. À la ligne. La seule chose que peut prouver une observation empirique ou une expérimentation, la seule chose que peuvent prouver une observation empirique ou une expérimentation,
La seule chose que peuvent prouver une observation empirique ou une expérimentation, c'est qu'un énoncé général est faux. Point. Il suffit en effet que des prédictions théoriques soient réfutées par l'expérience. Il suffit en effet que des prédictions théoriques soient réfutées par l'expérience pour que l'on puisse douter de la validité, d'une théorie. Point. Si des résultats expérimentaux répliqués de nombreuses fois contredisent la prédiction théorique, alors la théorie est sûrement fausse. Point à la ligne. Popper affirme ainsi que la science s'inscrit dans un processus hypothético-déductif, Popper remarque ainsi que la science s'inscrit dans un processus hypothético-déductif, C'est au tableau hypothético-déductif, en bas, hypothèse-déduction. Elle propose des hypothèses, virgule, d'où est déduite une théorie, virgule, elle propose des hypothèses, d'où est déduite une théorie, virgule, d'où sont déduites des prédictions, virgule, lesquelles prédictions peuvent être testées expérimentalement. Point. La science s'inscrit ainsi dans un processus autocorrectif. Ça se corrige quand même. La science s'inscrit ainsi dans un processus autocorrectif
favorable à la constitution de connaissances. Point à la ligne, on va noter peut-être le début. Favorable à la constitution de connaissances, point à la ligne. Donc à la ligne, Popper discrimine ainsi les théories scientifiques réfutables d'une part. Popper discrimine ainsi les théories scientifiques réfutables d'une part, ou falsifiables d'une part, des théories magiques irréfutables d'autre part. Des théories magiques irréfutables d'autre part. Point, on va noter encore une petite phrase, après je donnerai les exemples, mes exemples la prochaine fois. Le réalisme métaphysique en ce sens, relève de la pensée magique. Point. Je vais juste prendre la photo d'un cours qui est bien noté avec une jolie écriture. Le réalisme métaphysique en ce sens relève de la pensée magique. Oh, c'est pas mal, vous écrivez bien, vous. J'aime bien. Puis-je alors, à partir de avant, quand même. Voilà, ça. Voilà. Là, vous me tournez, s'il vous plaît. Ah, on écrit tout ça? Ok, encore, s'il vous plaît. Ah, on a écrit vraiment tout ça. Ah, oui. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour. Ah oui, alors j'ai pas vu de mail par contre par rapport à ça, parce que j'ai... Ah d'accord. D'accord, j'allais justement venir parce que j'ai échangé hier avec des collègues qui m'ont fait part de cette histoire de réunion parents-prof. Et là, j'ai une circulaire temps partiel qui est là. C'est fini les enfants, hein, c'est fini. La masque éducation nationale, et ça date de quand ce mail? Ah oui, du 25/11, ah oui, c'est loin. Alors, attendez. Parce que j'ai eu Agnès Alliot hier au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait elle reçu un mail il y a 3-4 jours en fait. Et donc j'ai regardé, je lui ai dit mais moi j'ai rien, c'est bizarre. Alors, ah oui, je l'ai. L'année dernière, oui, mais là, je vais regarder ça tout de suite. Oui, normalement j'ai un compte sur le CNED, oui, la classe de la maison. D'accord. Je l'envoie à quelle adresse email? Attendez, je note 2 secondes, bougez pas. Hop. Je fais ça tout de suite. Sonia. Oui. Versailles.fr. Ok. Très bien, je fais ça tout de suite, merci. Bonne journée, au revoir. Tchuss. Au revoir. Au revoir.
Ah, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah. Ah.
Please. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Fredzen. Fredzen, de travail vont vous permettre de travailler avec. Un groupe de travail se comporte donc comme une salle de classe où seuls les élèves autorisés peuvent prendre la parole ou chatter. Au préalable, vous avez communiqué l'adresse de votre classe virtuelle à vos élèves et leur avez laissé du temps pour s'épeler le être quand. Puis sur le si un élève utilise un pseudo, C'est juste pas bien expliqué quoi. Je veux juste. En quelques clics, mais va te faire foutre en fait. Putain, mais qu'est-ce que c'est con. Je t'emmerde. Je suis créé une classe virtuelle. Voilà, le BABA, c'est bien ça. Bonjour à tous. Votre classe, dans votre barre d'adresse, l'adresse de votre classe virtuelle qui vous a été communiquée par le CLED. Vous pouvez cliquer sur le panneau Collaborate, ici à l'aide du bouton en bas à droite. Je clique dessus, qui vous est. Bonjour à tous. Je vais vous montrer comment prendre en main votre classe virtuelle côté enseignant.
Pour cela, une fois que vous avez saisi dans votre barre d'adresse l'adresse de votre classe virtuelle qui vous a été communiquée par le CLED, vous pouvez cliquer sur le Ah oui, ok. Ah, je m'en vais. Salut, désolé. Désolé, je crois que j'avais encore un peu de temps. Hop. Je vais juste... Pour créer une classe virtuelle, il faut... Comment est-ce qu'on récupère un lien en fait? Ah oui, d'accord, faut juste cliquer là, c'est bon, ok, c'est bon. C'est bon? Parce que je dois envoyer ça à l'improviseur, ouais. Alors, tu sais, moi je les appelle les parents, j'ai pas donné de lien. Mais du coup, ça marche comment cette réunion? Bah, je sais pas, parce que moi je l'ai pas fait, cette de Zoom, je l'ai pas faite virtuellement, j'ai appelé les parents. D'accord. Je vois pas la plus-value de la visio. Moi non plus, pas trop, mais bon. Enfin, hop, je lui envoie ça. Hop là, j'éteins le Mac et puis go. Désolé.